Bonjour, nous nous retrouvons donc pour la dernière vidéo de l'année qui portera sur la fin du chapitre numéro 10, à savoir la fin de la biologie végétale. Je vais simplement vous rappeler les éléments du plan que nous avions vu la semaine passée. Nous avions donc discuté de la cellule végétale eucaryote, parlé de quelques éléments rapides de classification avant de nous intéresser de plus près à la croissance et morphogénèse des angiospermes, puis à la réponse des plantes à leur environnement. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à décrire la reproduction des angiospermes et nous terminerons l'année avec des biotechnologies végétales. Grand 5, la reproduction des angiospermes. Les angiospermes peuvent se reproduire de deux manières. D'une part, par reproduction sexuée. À l'image de ce que l'on observe chez les mammifères, cette reproduction implique la méiose et la fécondation. Elle aura pour conséquence un certain brassage génétique. Cependant, elle nécessite la dissémination des graines, qui n'est pas toujours évidente. D'autre part, la reproduction asexuée, elle, n'implique la multiplication que d'un parent unique. On parle donc de clones qui se divisent par mitose. C'est une division qui est particulièrement intéressante lorsqu'il s'agit de coloniser un environnement. Dans ce tableau, nous allons nous attacher à décrire un certain nombre de caractéristiques de ces deux types de reproduction. La reproduction asexuée est aussi appelée multiplication végétative. Comme je vous l'ai dit, elle implique uniquement des mitoses et permet d'aboutir à des clones de la plante mère. La méiose, elle, implique l'alternance entre des générations haploïdes et diploïdes et implique des organes spécifiques. La multiplication végétative, elle, est basée sur le fait que les cellules végétales, dans leur ensemble, et non pas certaines, sont capables de se dédifférencier et de se redifférencier. Au niveau des caractéristiques essentielles à retenir, la multiplication végétative est assez rapide, elle coûte peu en termes d'énergie et elle permet de conserver l'intégralité du génome parental. Et on observera par contre, ça c'est lié à l'épigénétique, un certain nombre de variations phénotypiques dans les individus obtenus à la seconde génération. La reproduction sexuée, quant à elle, est plus lente. Elle va consommer beaucoup plus d'énergie, notamment pour les processus de méiose qui permettent d'aboutir aux gamètes. Et seulement la moitié des gènes de la cellule mère, de la plante mère, est transmise à la descendance. Elle permet donc d'obtenir à la fois des variations phénotypiques, mais aussi des variations génotypiques. À l'échelle écologique, si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que la multiplication végétative est très intéressante pour coloniser un milieu. Cependant, si le milieu change, si les conditions environnementales sont modifiées, le potentiel adaptatif est relativement faible. Elle permet donc de coloniser des habitats extrêmes, mais en cas d'apparition de pathogènes, la résistance sera très faible. D'autre part, le patrimoine génétique étant identique, il y a risque de dégénérescence, et donc l'individu risque de mourir. La reproduction sexuée, quant à elle, permet de rentrer en compétition avec d'autres plantes dans un milieu compliqué et présente un potentiel adaptatif assez important. Elle confère donc une résistance aux variations environnementales et aux pathogènes, et la reproduction sexuée a également comme caractéristique de permettre des recombinaisons génétiques, donc d'augmenter cette variété et cette capacité à s'adapter aux environnements différents. Nous allons passer sans plus tarder à la première partie qui nous permettra d'étudier les éléments de la reproduction sexuée chez les angiospermes. La vie de toutes les plantes est caractérisée par une alternance de générations diploïdes et haploïdes. La plante diploïde produit des spores haploïdes par mitose. Ça ne change pas de ce que l'on a pu étudier pour les cellules eucaryotes animales. Ensuite, ces spores se divisent par mitose et donnent naissance à ce qu'on appelle des gamétophytes, qui sont des structures multicellulaires, et ce sont les parties de la plante qui produisent les gamètes. Ensuite, il va y avoir fusion de gamètes lors de la fécondation. Ça nous permet d'obtenir un zygote diploïde qui, lui, se divise par mitose pour former un nouveau sporophyte. Chez les angiospermes, le sporophyte est la génération dominante. Il est d'ailleurs plus grand, plus visible que les autres stades, et il a une durée de vie bien supérieure à celle du gamétophyte. Comment mémoriser simplement le cycle de vie des angiospermes que je vais vous présenter un petit peu plus loin en détail? On peut se rappeler des 3 F. On passe par le stade de fleur, ensuite il y a fécondation et enfin des fruits. Étudions d'abord
Intéressons-nous à présent au cycle de vie des angiospermes. On démarre sur la partie gauche de ce graphique, avec ici le stade de bourgeon floral. Au sein de ce bourgeon floral, une cellule mère, qu'on appelle le mégaspore, que vous voyez ici, en jaune, subit la méiose. Elle produit alors 4 mégaspores haploïdes que vous voyez en bleu ici. Dans la plupart des plantes, 3 de ces mégaspores disparaissent rapidement. Une seule des mégaspores migre alors vers le centre et devient l'œuf. En réalité, ce processus est plus complexe. Il implique d'autres divisions, mais je ne veux pas rentrer dans le détail puisque ce n'est pas au programme. Pendant ce temps-là, dans les anthères, se déroule un phénomène un peu moins complexe, mais assez similaire. Une cellule mère subit la méiose. Cette fois-ci, on l'appelle non pas mégaspore, mais microspore. Elle génère également 4 cellules haploïdes. Chaque microspore se divise encore en 2, et chacune de ces cellules, donc 8 cellules à présent, devient un grain de pollen, que vous voyez ici. On appelle pollinisation le processus mécanique de transfert du pollen depuis sa source, donc sa source c'est l'anther au niveau duquel il est produit, vers une zone réceptive. La zone réceptive, je vous l'ai présentée tout à l'heure, c'est la partie supérieure du carpel, appelée le stigmate, qui est collant. La plupart du temps, la pollinisation a lieu entre différentes fleurs, grâce au vent, à l'eau, à la gravité ou encore aux insectes ou à d'autres animaux. Si le stigmate est réceptif, le pollen s'insère et développe une structure que vous voyez ici en orange qu'on appelle un tube pollinique. Le tube pollinique grandit grâce à des stimuli chimiques. Il est guidé au travers du style en direction de l'œuf. Le développement du tube pollinique peut prendre quelques heures, mais parfois jusqu'à une année. Le noyau présent dans le grain de pollen se divise alors. On obtient 2 spermatozoïdes. Attention, ces spermatozoïdes-là n'ont pas de flagelle. Il y a donc ce que l'on appelle la double fécondation et production de la graine. En effet, lors de l'entrée du pollen au niveau du sac embryonnaire où se trouve l'œuf, il y a délivrance des 2 spermatozoïdes. Rappelez-vous, le noyau qui était présent s'est divisé en 2, on a 2 spermatozoïdes. L'un de ces spermatozoïdes fusionne avec l'œuf. Il donne le zygote. Le zygote deviendra plus tard l'embryon de la plante sporophyte. L'autre spermatozoïde va s'unir avec les noyaux polaires afin de former une structure que l'on appelle l'endosperme ou l'albumène. L'endosperme est une traduction anglaise et en français vous trouverez plutôt le terme albumène. Et donc c'est une structure qui a la particularité d'être triploïde, mais je ne m'attarde pas sur ce point. Ce phénomène de double fécondation, donc 2 spermatozoïdes, un qui fusionne avec l'œuf pour former le zygote et un qui fusionne avec les noyaux polaires pour former l'endosperme ou l'albumène, c'est une caractéristique typique des angiospermes. D'ailleurs, seules les plantes à fleurs possèdent un endosperme, qui est donc issu de la fécondation du 2e spermatozoïde. Le rôle de cet endosperme ou albumène est essentiellement de fournir les nutriments essentiels au développement de l'embryon, au niveau de ces stades-là. L'embryon se développe donc, et grâce aux réserves de l'albumène, il peut constituer ce que l'on appelle la graine. En même temps, les parois de l'ovaire se développent et forment le fruit. Donc si vous mangez un abricot, en fait vous êtes en train de manger les ovaires de l'abricotier. Dans la graine, la plantule se déshydrate et rentre en vie ralentie. Elle peut alors être disséminée. Elle va par exemple se retrouver à quelques centaines de mètres de la plante mère, et lorsque les conditions seront satisfaisantes, donc par exemple s'il y a d'assez grande quantité d'eau, si les températures sont satisfaisantes, la graine pourra reprendre sa croissance. Ce phénomène est appelé la germination. Passons à présent à la reproduction asexuée. Il y a plusieurs mécanismes différents qui existent. Mais ce que vous pouvez d'ores et déjà retenir, c'est que cette reproduction asexuée est une extension typique de la capacité de croissance indéterminée des plantes. Vous vous rappelez, je vous avais dit la semaine dernière que autant nous, les mammifères, nous ne sommes capables de grandir que lors des périodes embryonnaires et juvéniles, les plantes, elles, peuvent croître tout au long de leur vie. La croissance des plantes peut être maintenue de manière indéfinie grâce au méristème, que nous avons étudié dans le grand 3. De plus, des tissus que l'on appelle parenchymes, qui font partie de la famille des tissus fondamentaux, contiennent des cellules qui peuvent se diviser et se différencier dans des cellules plus spécialisées, permettant ainsi aux plantes, par exemple, de régénérer les zones altérées. Ainsi, des fragments de racines ou de branches de certaines plantes peuvent se développer en une descendance fonctionnelle.
C'est par exemple le cas des yeux de la pomme de terre qui permettent de régénérer une plante complète. Nous avions étudié ce phénomène avec l'étiolement et le déétiolement la semaine passée. Une telle fragmentation permettant de reconstituer une plante entière est le type le plus fréquent de reproduction asexuée. Je vous en ai mis un exemple ici chez le Kalanchoé qui fabrique des sortes de mini-feuilles à la surface de ses feuilles. Ces structures sont appelées des bulbilles. Il s'agit de bourgeons organisés pour se développer indépendamment de la tige mère après s'en être détaché. Donc, par exemple, le bulbille va se développer sur la surface de la feuille. Lorsqu'il atteint sa maturité, il se décroche, tombe sur le sol, prend racine et donne un nouveau Kalanchoé. Dans d'autres cas, c'est le système racinaire des plantes qui peut donner naissance à un nouvel individu. Dans ce cas-là, on va parler de rhizome, avec un H. Il s'agit d'une tige souterraine qui porte des bourgeons et des racines, pouvant donner naissance à plusieurs autres plants. Dans l'Utah, aux États-Unis, on a trouvé une communauté d'arbres aspen, issue de cette reproduction asexuée par formation de rhizomes, et cette communauté comprend 47 000 individus qui sont tous génétiquement identiques. Et la preuve que c'est bien ce phénomène de reproduction asexuée, c'est que tous ces arbres sont liés les uns aux autres par leur système racinaire. Dans le cas des pissenlits, on observe un autre type de reproduction asexuée auquel on a donné le nom d'apomixie. En fait, c'est une production asexuée de graines. Une cellule diploïde de l'ovule donne naissance à l'embryon, et ensuite l'ovule se transforme en graines, et les graines, ce sont ces petites structures soyeuses, les aigrettes, que vous avez certainement déjà soufflées quand vous étiez petit. Donc elles peuvent être dispersées par le vent, et ce phénomène permet une sorte de clonage de la plante par elle-même. Le dernier type de reproduction asexuée que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle le marcottage naturel. Une tige de la plante pousse au niveau du sol, à ras le sol, elle s'enracine et permet de donner naissance à un nouveau pied. Les clones restent d'ailleurs attachés au plant mère, au moins provisoirement. Un exemple bien connu, ce sont les fraisiers. Les tiges qui poussent de manière horizontale s'appellent des stolons et qui peuvent s'enraciner pour donner de nouveaux plants de fraisiers. Et je vous en ai mis une image, ici c'est la figure numéro 26 avec les stolons qui sont en rouge sombre. Tous ces phénomènes sont bien sûr liés à la capacité des cellules végétales à se dédifférencier. Pour terminer ce grand 5, nous allons nous attacher à décrire un certain nombre d'avantages et d'inconvénients de ces deux types de reproduction. Commençons par la reproduction asexuée. Le principal avantage, c'est l'absence de besoin d'un pollinisateur. C'est particulièrement avantageux lorsque des plantes d'une même espèce sont très éloignées et que de ce fait, les chances d'être visitées par un même pollinisateur sont minces. D'autre part, dans la reproduction asexuée, la plante mère transmet l'intégralité de son patrimoine génétique à sa descendance. Donc une plante qui est parfaitement adaptée à son environnement pourra se reproduire de manière très avantageuse par la reproduction asexuée, du moins tant que les conditions environnementales restent stables. Et ça m'amène justement au gros inconvénient de la reproduction asexuée, c'est qu'il n'y a pas de génération de diversité génétique, puisque le patrimoine génétique est transmis de plante mère en plante fille. De ce fait, les plantes filles ne pourront pas forcément bien s'adapter à des modifications de leur environnement. Je pense par exemple à l'apparition de pathogènes ou à des fluctuations des conditions climatiques. Ainsi, s'il y a des changements brutaux dans l'environnement, les populations qui se reproduisent exclusivement par reproduction asexuée s'exposent à une extinction de masse. Et non, je ne parle pas des dinosaures. Maintenant, considérons la reproduction sexuée. Eh bien, évidemment, à l'inverse de la reproduction asexuée, elle génère une grande diversité génétique. Ça permet donc aux plantes filles de s'adapter facilement à d'autres environnements, à un environnement qui se modifie un petit peu. D'autre part, la reproduction sexuée passe par un stade de graine. Le zygote se développe pour former une graine qui potentiellement reste en dormance pendant un certain temps. La dormance a un gros avantage, c'est que si les conditions ne sont pas favorables, la graine reste en dormance, ne se multiplie pas, et attend, entre guillemets, que l'orage passe, jusqu'à ce qu'elle puisse entreprendre la suite de son développement. Les graines également peuvent être, par exemple, consommées par un oiseau, et rejetées à plusieurs centaines de kilomètres parfois, donc ça permet de disperser les plantes filles au loin. Par contre, le stade graine est un stade qui est précaire. Les plantes peuvent être exposées à différentes menaces, à des pathogènes, ou ne pas parvenir à réussir la germination. Cela conclut donc cette diapositive sur les avantages de chaque type de reproduction. Grand 6, les biotechnologies végétales. Les biotechnologies végétales reposent principalement sur des cultures in vitro. Donc, pour des cultures in vitro, nous allons décrire dans le grand 1 d'abord quels sont ces milieux de culture et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut cultiver des cellules végétales.
Les cultures in vitro végétales sont des cultures d'explants de plantes qui sont réalisées sur un milieu synthétique, dans des conditions stériles, avec un environnement contrôlé, température, pH, etc., et dans un espace réduit. Vous avez peut-être remarqué dans le labo de BTC qu'il y a non seulement une étude dans laquelle on stocke les cellules animales, mais aussi une étude dans laquelle on stocke les cultures de cellules végétales. Bon, elle a malheureusement rendu l'âme au mois de janvier, mais elle est équipée d'un dispositif avec des lampes qui permettent de mimer la photopériode extérieure. On appelle explants des parties d'organes ou des organes entiers de la plante, donc il peut s'agir de tiges, de feuilles, de racines ou de fleurs. Donc il s'agit de soit simplement de morceaux de tissu, ou alors de pièces florales, de graines, d'embryons, même de bourgeons ou de méristèmes, ou enfin même de cellules somatiques ou sexuelles, ou encore des protoplastes. On reviendra ultérieurement sur ce que c'est qu'un protoplaste. Le milieu synthétique doit forcément être adapté à la technique utilisée, on en verra un certain nombre juste après, à l'explant, au type d'explant, à l'objectif visé. On va pas avoir le même milieu de culture si on fait de la recherche en laboratoire sur des petites quantités ou si on vise à produire de grandes quantités de plantes. Et enfin, bien sûr, l'espèce que l'on cherche à cultiver. Dans ce milieu de culture, on va retrouver bien sûr de l'eau, mais aussi des macros et des micros-éléments, par exemple les sels minéraux, bien sûr des vitamines, mais aussi des phytohormones, pour ça je vous renvoie au grand 4 de ce chapitre, des sucres. On avait vu quand on avait étudié la photosynthèse dans le chapitre 9 que le saccharose est le principal sucre produit lors de la photosynthèse, et puis éventuellement d'un agent gélifiant pour les milieux solides. Lorsque nous avions fait de la micropropagation en début d'année, vous vous rappelez, on avait des milieux SP1 qui étaient sous forme solide. Le pH de ces milieux est le plus souvent ajusté entre 5 et 6, parce que ça correspond à ce que l'on retrouve le plus souvent dans les sols. On modifie le milieu au cours des différentes étapes de production, et donc on doit utiliser en moyenne un milieu neuf toutes les 3 ou 4 semaines. On modifie notamment les quantités relatives de deux phytohormones principales que je vous avais présentées dans le grand 4, l'auxine et les cytokinines. On a dit que les plantes devaient être cultivées dans des conditions contrôlées. L'environnement est contrôlé en particulier sur 3 paramètres. D'abord, on va s'assurer que la température de culture reste stable. On s'assure également que l'hygrométrie reste vraisemblable par rapport aux conditions dans lesquelles est cultivée ordinairement ou grandit ordinairement la plante. Si vous cherchez à faire de la culture in vitro de cactus, vous n'allez pas arroser votre plante tous les matins. Et bien sûr, l'éclairement est un point absolument essentiel, la photopériode, donc l'intensité et la longueur du jour. On l'obtient de manière artificielle grâce à des lampes qui sont à l'intérieur des armoires de culture végétale. Bien sûr, les techniques de culture in vitro utilisent la propriété de totipotence des cellules végétales. Cette capacité de totipotence, je l'ai déjà évoquée à maintes reprises, c'est le fait qu'une cellule est capable de se différencier en tous les types cellulaires constituant la plante, donc de se dédifférencier puis de se redifférencier. En théorie, il est donc possible de régénérer une plante entière à partir de n'importe quelle cellule d'une plante donneuse. Mais ces cellules doivent être capables de se dédifférencier. Cette propriété s'exprime dans la nature, on a vu juste avant les phénomènes de marcottage, de bouturage, donc c'est quelque chose qui n'est pas réservé uniquement au laboratoire, mais qui existe bel et bien dans la nature. Dans cette deuxième sous-partie, nous allons présenter un certain nombre de techniques de culture in vitro. La première que vous avez eu l'occasion d'expérimenter cette année en TP de BTC, c'est la micropropagation. Donc c'est une technique de multiplication rapide de plantes par culture d'explants in vitro. Il y a 4 phases de culture. La première, c'est la stérilisation et la mise en culture de l'explant. Rappelez-vous, nous avions placé notre plante, donc nous étions intéressés à Sympolia et à la carotte, dans différentes solutions, avec de la javel, avec de l'éthanol également. Donc cette stérilisation peut être faite soit sur une cellule unique, dans ce cas c'est un petit peu plus difficile, sur une feuille, une tige, un bourgeon, un pistil, etc. Dans un premier temps, on va chercher à favoriser le développement des tiges feuillées. Donc pour ça, on s'assure que le milieu de culture ait une plus grande quantité de cytokinine, une plus grande concentration en cytokinine qu'en auxine. La deuxième étape, c'est la multiplication par repliquage successif. Donc normalement, grâce à notre ratio en faveur des cytokinines par rapport à l'auxine, la plante a développé beaucoup de feuilles. Donc on cherche à repiquer chacune de ces feuilles. Donc on appelle ça obtenir un maximum d'unités de propagation. Chaque feuille est considérée comme une unité de propagation. Et donc chaque feuille permet la production de nombreuses autres feuilles. Ensuite, on va chercher à régénérer des plantules entières, parce que pour le moment on a des feuilles, et on maintient le milieu de culture avec davantage de cytokinine que d'auxine, donc on n'a pas forcément beaucoup de systèmes racinaires. Donc la troisième étape permet, en jouant sur le ratio cytokinine-auxine, cette fois-ci on va mettre davantage d'auxine que de cytokinine,
on permet l'enracinement de nos petites plantules. On favorise la croissance des racines. La dernière étape, qui est vraiment la plus délicate, c'est d'obtenir de réelles racines qui permettront à la plante de résister dans des conditions réelles. Et donc, dans ce cas-là, on va durcir les conditions de culture. C'est-à-dire qu'on va chercher à donner, par exemple, moins d'eau à la plante, on va modifier légèrement le pH. On cherche en fait à rendre les plantules plus résistantes pour que, au moment où on les plante dans du vrai sol, elles soient capables de prendre racine réellement. Donc c'est une technique qui est très avantageuse parce qu'elle permet d'obtenir un grand nombre de plants identiques qui sont sains et ce tout au long de l'année. Vous vous doutez bien que dans nos sociétés de consommation occidentales, nous sommes habitués à avoir certains fruits et légumes toute l'année en dépit du climat et en dépit des contraintes temporelles qui existent normalement. Et donc ce sont en général des fruits ou des légumes obtenus par micropropagation. La deuxième technique, c'est la culture de méristème. Nous avions dit précédemment qu'un méristème, c'est une structure constituée de cellules non différenciées, pouvant donner tous les tissus de la plante. La culture d'un méristème permet d'obtenir une plante identique à la plante initiale. Donc l'intérêt de culture de méristème, c'est d'obtenir des structures qui soient absolument intactes, et ça peut être en particulier intéressant si la plante que vous cultiviez se trouve être atteinte d'un virus. Il suffit d'identifier un méristème sain pour redonner des plantes identiques et surtout saines. C'est une technique qui a été utilisée notamment pour sauver des variétés menacées parce que avec d'importantes quantités de virus qui empêchaient leur croissance et leur développement. Ensuite, il y a la culture de cale. Normalement, on fait un TP en BTC, mais cette année, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de nous voir pour réaliser ce TP. Cette culture de cale est basée sur la capacité des cellules végétales à se dédifférencier. Qu'est-ce qu'un cale ? Eh bien, c'est une structure de prolifération cellulaire qui est constituée de cellules végétatives indifférenciées. Il n'a pas d'organisation tissulaire particulière. En pratique, comment fait-on ? Eh bien, on obtient les cales à partir d'explants végétaux aseptisés et on les met en culture dans des milieux contenant un ratio 1 pour 1 d'auxine et de cytokinine. Rappelez-vous, quand on faisait de la micropropagation, on commençait avec des conditions milieux de culture dans lesquels on a davantage de cytokinine que d'auxine. Pour obtenir un cale, là, on met autant d'auxine que de cytokinine. Après quelques semaines, les cellules végétales se dédifférencient pour former le cale. Et l'intérêt, c'est que les cellules du cale sont totipotentes. On pourra alors produire à partir de ces cales des bourgeons, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'obtenir en grande quantité des semences artificielles. La quatrième technique fréquemment utilisée en culture in vitro de cellules végétales, c'est les protoplastes. Donc ce sont des cellules végétales qui n'ont pas de paroi. Bien sûr, ça n'existe pas dans la nature, on doit les réaliser expérimentalement par digestion enzymatique de la paroi pectocellulosique. Bon, là encore, on aurait dû le faire en TP, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Pour obtenir ces protoplastes et les maintenir en vie, on se sert de milieux légèrement hypertoniques. D'abord parce que dans un premier temps, ça permet d'avoir une plasmolyse des cellules, donc ça favorise la séparation entre la paroi et la membrane cellulaire. Et ensuite, parce que ça permet de ne pas provoquer la turgescence des cellules végétales par entrée d'eau en l'absence de paroi. Une fois qu'on a obtenu les protoplastes, on va induire les premières divisions cellulaires en utilisant des doses élevées d'auxine et de cytokinine. En général, on cherche à avoir des protoplastes pour les fusionner. En effet, lorsque deux protoplastes fusionnent, leur noyau fusionne également. On obtient alors un hybride avec des nouveaux caractères puisqu'il s'agit d'un mélange entre les caractères de chacun des protoplastes. Ça peut par exemple être intéressant si vous voulez réaliser des plantes qui soient à la fois résistantes à un certain pathogène et à la fois avec une certaine rapidité de croissance. Donc, tout ce qui est par exemple les croisements qui ont été réalisés pour l'obtention des espèces actuelles de blé ou de maïs que nous consommons en Europe. Il y a deux méthodes pour réaliser la fusion des protoplastes. D'abord la fusion chimique. On met les protoplastes en contact avec des réactifs. Donc le plus souvent on utilise du polyéthylène glycol ou du nitrate de sodium. Et ces réactifs ont pour but de favoriser le contact et la fusion membranaire. La deuxième méthode que l'on a à notre disposition, c'est la fusion électrique. C'est un petit peu plus sauvage. On va soumettre les protoplastes à un champ électrique permettant de lever la répulsion naturelle due au fait qu'autour des protoplastes, il y a une charge négative au niveau membranaire. Donc une fois qu'on a levé cette charge négative, eh bien, les membranes sont entre guillemets libres de fusionner. L'avant-dernière technique que je vais vous présenter, ce sont les semences artificielles. Le projet des semences artificielles, c'est de produire des semences, donc des graines, de manière directe et artificielle, donc en s'affranchissant de la contrainte temporelle, qui peut parfois être longue pour certaines espèces, à partir d'une seule cellule végétale que l'on veut multiplier, donc cloner.
L'idée, c'est de produire in vitro la genèse d'un embryon somatique. On veut qu'il se développe à partir des tissus en culture. Pour réaliser des semences artificielles, on part soit d'une suspension cellulaire, soit on réalise dans un premier temps une culture de cale, à partir de laquelle on fera une sous-culture en suspension. À nouveau, pour déclencher l'embryogenèse, on va jouer sur les quantités de phytohormones. Ensuite, chaque cellule va se multiplier, à chaque fois en donnant un embryon. Il ne restera plus qu'à mettre en place un enrobage nutritif qui permet une sorte de protection qui mime le rôle des cotylédons et l'enveloppe que l'on retrouve dans les graines naturelles. Cependant, cette technique n'est pas très au point, notamment parce que l'étape d'encapsulation, d'avoir un enrobage qui fournit l'énergie nécessaire au développement de la graine artificielle, est un point absolument critique. L'intérêt serait d'avoir une production à grande échelle, par exemple en utilisant un fermenteur, à partir de cellules initiales en suspension. La dernière technique que je vais vous présenter, c'est l'aplodiploïdisation. Cette technique consiste à obtenir dans un premier temps des plantes haploïdes à partir du gamétophyte mâle ou femelle. Donc je vous rappelle que le gamétophyte mâle ou femelle, c'est l'ensemble des cellules haploïdes de la fleur obtenues après méiose. Une fois qu'on a obtenu ces plantes haploïdes, on va provoquer leur diploïdisation par doublement des chromosomes. À ce moment-là, elles deviennent fertiles. Ces plantes deviennent alors homozygotes pour tous leurs gènes, et on n'observera pas de variation au cours de générations successives. Vous avez ici l'exemple pour le colza. En pépinière, on réalise un croisement des parents. Dans la première génération, toutes les plantes sont absolument identiques, et puis dans la deuxième génération, on voit apparaître des caractères différents. Ensuite, on va prélever des plantes qui nous intéressent, que l'on veut fixer. On les met en culture, de manière à obtenir des gamétophytes mâles ou femelles. L'obtention de ces gamétophytes va nous permettre de régénérer des plantes haploïdes. Donc là, on utilise d'autres techniques de culture in vitro que je vous ai présentées précédemment. Une fois qu'on a obtenu ces plantes, on va les rendre diploïdes par doublement du stock chromosomique, donc notamment grâce à la colchicine, qui, je vous rappelle, a un impact sur la division cellulaire, elle bloque le fuseau mitotique. Ça nous permet donc d'obtenir des plantes diploïdes qui produiront des graines, et donc on peut à ce moment-là renvoyer les graines obtenues aux planteurs qui cultivent de grandes quantités de plantes absolument identiques dans un champ. Eh bien, nous en arrivons à l'extrémité de notre dernier cours de BTC, donc à l'extrémité de notre année de BTC. J'espère que vous aurez appris beaucoup cette année et que vous vous sentez armé pour affronter la deuxième année de BTS dans laquelle vous aurez la suite de pas mal de choses que nous avons évoquées cette année. Bon courage à vous, à bientôt.